Justine, bonjour et bienvenue sur le podcast. Donc, comme d'habitude, je suis très content. On va passer une petite heure ensemble. On va discuter de plein de sujets très intéressants. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît, et me dire aussi si tu te définis comme une fit girl? Hello Jérôme, déjà merci beaucoup de m'avoir invité. Merci pour ce podcast. Hello à tous tes auditeurs. Moi, je suis Justine Galis, j'ai 27 ans et oui, je suis fit girl, influenceuse fitness sur les réseaux sociaux. Ça me caractérise très bien. Ok, donc est-ce que tu es coach aussi? Non, moi je suis vraiment une influenceuse qui est partie d'une pratique très lambda. Je l'ai toujours expliqué quand j'ai parlé de mon parcours. Je suis une pratiquante avant tout, une nana qui a partagé sur ses réseaux des moments où elle s'est inscrite à la salle. Et par la suite, j'ai continué à partager mes entraînements, ma passion, mon style de vie, mes conseils et ce qui m'a aidé moi dans ma pratique. Donc moi, je me définis vraiment plus comme une influenceuse et je travaille cependant avec mon compagnon qui lui est coach diplômé depuis presque 15 ans et qui m'aide dans la formation de nos programmes, etc. Donc on est très complémentaires justement sur ces deux facettes. Ouais, bah, on aura l'occasion, je pense, d'y revenir sur ton association et enfin ton Mon compagnon. le partenariat que tu as avec Thibaut. Alors, ça fait quoi d'être une fit girl en 2020? Est-ce que c'est quoi les grands clichés et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Moi, je suis bien contente d'être une fit girl en 2020 par rapport aux fit girls en 2015. Les mentalités ont bien bougé, je trouve. Quand moi, j'ai commencé, c'est vrai que c'était un monde qui était très formaté par le milieu de la musculation et du bodybuilding, beaucoup inspiré des États-Unis. Donc, il y avait des codes à respecter, des cases dans lesquelles il fallait rentrer, avoir une shape de haut niveau, être très mince, être très dessiné, très musclé. On n'avait pas trop de courants body positive qui sont beaucoup plus souples, qui aujourd'hui définissent la sportive plus comme moi je me vois et comme je le vois, c'est-à-dire être sportif, actif, sans rentrer dans un extrême, à la cool, avec aussi encore ses qualités, ses défauts, enfin ses aspérités physiques. Et je me retrouve bien plus dans le courant fitness qu'on a ces dernières années là, même depuis un peu plus d'un an, que quand j'ai commencé à mes tout débuts et j'espère y avoir contribué avec mes réseaux aussi, quoi. Donc moi, j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment dans le fitness. J'aime beaucoup. Mais est-ce que, tu vois, j'essaie de prendre du recul par rapport à ce qui se passe actuellement, enfin, ce qui se passe dans le milieu du fitness, du sport. Est-ce que tu penses pas, c'est une question qui va mener à une réflexion où tu vas pouvoir me donner un peu ton ressenti, comme t'es vraiment, enfin, tu fais partie des fit girls les plus connues, les plus présentes en France. Est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'il y ait moins de pression peut-être pour les femmes, pour qu'elles aient un corps très athlétique, est-ce que c'est pas comme si ça avait nivelé en quelque sorte le niveau par le bas et qu'on pourrait se retrouver par exemple avec des femmes, des fit girls, des fit girls entre guillemets, qui auraient un niveau assez bas, mais qui aurait quand même un niveau sportif, on va dire général, assez bas, mais qui se retrouverait quand même catégorisé comme fit girl, fit, sportive, active, alors qu'elle ne serait pas plus sportive que quelqu'un qui fait un footing tous les 3 jours. Tout dépend de ce que tu appelles une fit girl. Dans ce cas-là, on a tous une définition, je pense, de ce que c'est qu'une fitness girl, de ce que c'est qu'une influenceuse fitness. Pour certains, ça peut être effectivement la compétitrice de body, donc il y a un niveau de shape qui est très avancé, qui n'est pas forcément tenable toute l'année, qui n'est pas forcément représentatif de tous les sportifs qui s'entraînent, on va dire, de manière quotidienne. On peut se sentir sportif dès le moment où effectivement on va courir 3 fois par semaine. Après, fitness girl, quand on fait du running ou quand on fait n'importe quel sport, je ne sais pas si on peut se définir en tant que tel. Après, le niveau, pour moi, n'est pas forcément représentatif de ce qu'est un influenceur. Justement, on casse un peu ces codes où on pense qu'il faut être soit coach de haut niveau, soit s'entraîner de manière inaccessible. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai toujours été sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai été une pratiquante lambda et je ressemble à ma communauté. Et pour moi, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui arrivent à grandir, c'est pas forcément justement des personnes avec une shape inaccessible,
des entraînements inaccessibles qui vouent leur vie à leur shape ou à leurs entraînements ou je ne sais quoi, des choses qui sont plus proches justement de notre public, des gens qui nous suivent. Et moi, je me retrouve un peu plus là-dedans parce que c'est effectivement ce que je suis. Je ne suis ni une athlète de haut niveau, ni une sportive multi-médaillée, etc. Et la preuve en est, c'est souvent aussi un peu ce qui emmerde un peu certains sur les réseaux, c'est que pourquoi ceux qui ont des médailles, ceux qui ont des shapes de compétition ne sont pas suivis. Tout simplement parce qu'être influenceur, c'est sans parler forcément de moi, hein, mais de manière générale, quel que soit le domaine, c'est influencer, aider les gens et les inspirer. Et pour ça, on n'a pas forcément besoin justement d'avoir que des personnes avec des niveaux inaccessibles qui ne représentent pas le pratiquant moyen. Et après, chacun trouvera des influenceuses fitness à son goût, je pense. Il y a assez de monde sur les réseaux, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est vrai. Toi, par exemple, tu t'entraînes combien de fois par semaine? C'est quoi ton rythme de vie? Alors, quand je m'entraîne pour moi, sportif, on va dire que c'est 5 fois par semaine. Là, la manière dont j'ai communiqué sur mes réseaux, j'ai expliqué que l'année dernière, j'ai été blessée. J'ai eu 2 tendinites, 2 tennis elbow à chaque coude, donc qui sont liés à mon activité sur l'ordinateur et la musculation, etc. Donc, j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais depuis janvier 2019. Et après, j'ai eu le confinement, mes programmes, ce qui fait que je me suis dédiée plus à diffuser des cours et les contenus et diffuser mes programmes que mon vrai entraînement personnel. Et j'espère là reprendre courant août, enfin, une vraie routine un peu plus à la salle pour pouvoir vraiment m'axer sur mes objectifs personnels. Mais en général, j'essaie de m'entraîner 5 fois par semaine. C'est un rythme que j'arrive à tenir à l'année. Ok. Bon, 2020, le monde du fitness, il est tel qu'il est, donc il est un peu plus accessible, on va dire, pour les femmes. Il est moins orienté championne et compétition. 2020, les clichés que tu détestes, c'est quoi? On va essayer de casser un peu casser les limites, je sais pas, mais je trouve ça hyper intéressant d'en discuter avec toi, qui a quand même une grosse base d'abonnés. Après, qu'est-ce qui t'énerve, toi? Est-ce que moi je suis très objective étant dedans? Je ne sais pas. Parce qu'entre la vision que moi j'ai de l'intérieur et la vision qu'on peut avoir d'extérieur, je peux comprendre qu'on n'est pas forcément toujours les... Mais justement, c'est un point de vue. Je pense qu'on a plus souvent le point de vue des gens qui ne sont pas de l'intérieur que ceux qui sont de l'intérieur. Donc là, comme j'ai l'occasion de discuter avec toi, je trouve ça intéressant d'avoir ton avis. Justement, moi je suis plutôt partisane de dire que stop les clichés de la fit girl. La fit girl parfaite qui doit avoir une shape de compétition pour être légitime. La légitimité, ce n'est ni le physique, c'est un travail qui est global. L'influence, le suivi, le following, il se fait pour différentes raisons qui ne sont pas propres à son ego personnel et à sa valeur. C'est pas parce qu'on a un... Voilà, c'est souvent ce qui est reproché, là, ce que tu viens d'aborder d'ailleurs. Et à l'extrême opposé, je pense que ce qui m'agace même encore plus, en ce moment notamment, c'est le fait de dire que voilà, dès qu'on est un peu sportif, dès qu'on peut avoir des objectifs un peu physiques, etc., eh ben, on est pointé du doigt comme il y a 5 ou 10 ans, en nous disant qu'on est trop musclé ou trop sportif, voilà, que le corps sportif est décrié comme culpabilisant, moralisateur, etc., alors que c'est tout l'inverse. Et je disais que ça faisait du bien un peu de vague de body positive dans le fitness. Mais à contrario, la vague body positive dans son ensemble, des fois, a eu quelques dérives qui pointaient du doigt un peu les sportifs et les sportives. Voilà, ça a été, je pense, qui m'a presque le plus agacée pendant cette année 2020. Parce que j'ai envie de dire, chacun trouve midi à sa porte et je trouve ça parfois un peu, un peu facile de reporter la faute sur les autres de son propre mal-être au lieu d'essayer de trouver d'autres personnes à suivre ou de se détacher de son image. Mais c'est pas un travail facile, ça c'est sûr, hein, encore moins sur les réseaux. Mais c'est vrai que voilà, notamment l'été, voilà, les filles qui se sont entraînées toute l'année, qui sont contentes de leur shape, qui ont avancé, qui ont eu des résultats, qui se sont même repris en main, les gens qui se sont repris en main de manière générale, eh ben, on va être pointés du doigt comme extrémistes, en mauvaise santé, avec des troubles du comportement. Et c'est des choses que je trouve un peu trop facile. Et justement, il y a un peu au deux bouts du spectre le body positive et de l'autre côté, il y a le body bashing.
Euh, alors comment se situe, c'est un sujet dont j'avais discuté avec Chloé dans un épisode précédent. Euh, Comment on arrive à se situer entre j'accepte mon corps, enfin le body positive, je crois que c'est ça, hein, j'accepte tel que je suis, et le body bashing qui serait peut-être l'extrémité opposée, c'est la critique absolue, jusqu'à vouloir absolument tout changer et être ne pas s'accepter tel qu'on est, tu vois. Comment tu te situes en tant que sportif là-dedans et comment tu orientes peut-être les gens qui te suivent, quelles attitudes ils devraient essayer d'adopter pour être, on va dire, le plus à l'aise, quoi. Déjà, le body positive, c'est plutôt accepter tous les corps, et que ce soit les corps minces, les corps musclés, les corps plus forts, les corps avec plus de forme, etc. C'est accepter tous les types de corps. Et c'est vrai qu'il y a les dérives. Moi, dans le côté négatif dans le fitness, c'est justement on n'accepte pas les corps musclés ou les corps minces, qui sont des corps qui sont culpabilisants. Pour revenir un peu à ce qu'on disait avant. Mais après, je pense que moi, j'en ai parlé pas mal sur ma chaîne, dans mes vidéos. Souvent, je mets beaucoup une part de psychologique. Le problème, il n'est pas tant lié au sport et à l'alimentation. Ça, c'est comme, encore une fois, c'est des outils. C'est des outils pour des objectifs, pour des prises en main, etc. Mais le problème, il est mental. Souvent, soit on se réfugie dans la nourriture et on prend du poids, ou on mange ses émotions, ou on compense avec le sport dans un extrême, parce qu'on vient compenser quelque chose une blessure, quelque chose qui a traité, qui est hors du sport et de l'alimentation pour moi. Et on peut tomber dans des extrêmes dans le sport et dans l'alimentation, arriver à des maladies, etc., comme l'anorexie, si on ne traite pas certaines peurs, certaines angoisses, certaines névroses, parfois des maladies. Et comme on peut tomber dans la cigarette, la drogue ou l'alcool pour compenser des émotions, on peut tomber dans ce style-là. Donc pour moi, c'est vraiment un problème de fond qu'il faut régler. Le sport et l'alimentation, pour moi, s'il est bien utilisé, ça peut amener que du positif dans sa vie. Et si justement on se détache de ces sculptures grecques qu'on voit chez notamment les contes à l'étranger, les Américains, avec des corps, on va dire, inaccessibles, ou des physiques qui sont au niveau génétique, on va dire, un peu hors norme, on peut trouver dans le sport et dans ses propres objectifs quelque chose de plus sain, de plus accessible, de plus tolérant. Et puis on va tolérer les hauts et les bas, le fait qu'on n'est pas tout de suite parfait, même si on se donne à fond, qu'on peut quand même avoir des moments où on a des coups de mou, etc. Ça, c'est déculpabilisant, c'est tranquillisant, et ça permet d'aborder sa pratique de manière plus sereine, je pense. Après, moi, je suis partisane un peu comme Chloé de dire s'accepter ne veut pas dire ne rien changer. Je serais hypocrite de dire que je me suis toujours acceptée comme j'étais, parce que je me suis refait la poitrine, j'en ai déjà parlé à ma communauté, c'est quelque chose que j'ai changé sur mon physique. Je fais du sport également. Mais, notamment dans le sport, le fait d'avoir fait mon processus plutôt lent m'a permis aussi de faire un processus mental. Et je suis plus la jeune fille d'il y a 4-5 ans, même si je fais, on va dire, toujours du fitness. Ma pratique et mon mental ont évolué. Et une autre chose aussi, est-ce que tu penses que depuis 2015, je reste sur l'évolution 2015-2020, est-ce que tu trouves qu'il y a eu une vraie montée du dopage chez les femmes, dans le sport, j'entends? Moi, je t'avoue que je suis vraiment pas intéressée par le dopage. Je pense. Non, mais oui. Non, mais je veux dire. Non, mais c'est pas du tout ce que je dis. Non, mais je veux dire, j'ai pas aucune notion de qui prend quoi, comment je suis tellement. Non, mais je veux dire. Dans la muscu, tu veux dire, ou dans le sport en général? Ouais, dans la muscu, au féminin chez les femmes. Si tu regardes, pas toi, mais de manière générale, moi, si je tombe sur des comptes d'athlètes, alors c'est peut-être biaisé aussi, c'est peut-être ce que me montre Instagram, c'est peut-être ce que me montrent les réseaux. Y a plein de biais, certes, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a au visuel, c'est sûr qu'il y a des fois tu peux pas savoir qui prend, s'il y a des athlètes qui sont dopés ou pas, ça c'est sûr, mais il y a des fois le doute il est. Alors dans le milieu de la certain muscu, qu'il y a du dopage, tu vois. Dans le milieu de la muscu, du pratiquant moyen chez les femmes, je pense qu'il y a moins de dopage que chez les hommes. Tout simplement parce que on peut dire qu'un petit mec qui va à la muscu, qui veut prendre du muscle en 1 ou 2 ans, il peut avoir envie de se doper. Une femme un peu moins, je trouve. Je parle du pratiquant moyen, hein, du monsieur tout le monde comme moi, etc.
Après, Je suis d'accord. Hein. je pense que tu as aussi une vision du fitness qui est très axée muscu et compétition. Si je pense, je peux me permettre, Jérôme, parce que c'est vrai que moi, je pense beaucoup plus au workout, au circuit training, au HIIT, qui sont aussi un peu ce que je fais, ce que je propose. Dans le HIIT, la muscu, tout ça, le HIIT, le cross training, l'entraînement maison, il n'y a pas vraiment de dopage, je pense. Hein. Après, dans le milieu de la compétition, bien sûr que oui. Après, je ne sais pas s'il y a plus de compétitrices femmes. Je ne sais pas si la muscu s'est beaucoup développée ces dernières années. Je trouve qu'elle s'est un peu moins développée qu'il y a 5 ans, quand ça avait vraiment beaucoup explosé. Mais je pense que dans le milieu de la compétition, je ferai pas d'affirmation en disant que tout le monde est dopé, hein, je me permettrai pas. Mais oui, après on voit, pour ceux qui s'y connaissent un minimum, il y a des transformations féminines qui, c'est très bien, n'ont pas de testostérone naturellement, qui sont parfois très impressionnantes. Même chez les hommes, d'ailleurs, en général. Mais après... Et ouais, je t'avoue que c'est assez... je regarde assez ça en surface. Je vais pas au cœur du truc. Je regarde pas nécessairement si... je vais prendre un exemple. Hein, si je vais faire défiler un mur d'actualité, que ce soit sur Instagram, sur n'importe où, avec des mentions fitness, sport, influenceuse fitness, etc. Enfin, tout ça, surtout chez les Américaines peut-être. Et j'ai l'impression que les physiques sont de plus en plus... les physiques des influenceuses sont de plus en plus énormes, quoi. Et je sais pas si elles font de la compétition. Peut-être qu'elles font de la compétition, et dans ce cas-là, bon... Ou qu'elles en ont fait, toi-même, tu sais. Ou qu'elles en ont fait, voilà. Tu vois. Mais oui, après... Non, mais de toute façon, à l'étranger, c'est pas pareil que... La France est vraiment à part, moi, je trouve, dans le milieu du fitness et de la muscu. On le voit d'ailleurs parmi le top des influenceurs qui sont présents. C'est pas les mêmes cultures que des pays qui sont très body comme l'Espagne avec les compétitions, l'Allemagne, l'Asie aussi et les États-Unis, c'est des cultures qui sont différentes, donc les physiques se veulent volontairement plus massifs. En France, c'est moins, c'est pas pour rien que les compétitions bikini se sont beaucoup plus démocratisées que les autres catégories, parce que les filles, elles veulent toujours rester sèches. Et pourquoi tu penses que c'est comme ça en France ? Je sais pas, je sais pas du tout. Je pense que c'est une question de culture, c'est trop récent en France. Et peut-être parce que les physiques, y a pas, enfin, aux États-Unis, ailleurs, je trouve qu'il y a des centaines de personnes qui ont des comptes à 1 million, et en France, c'est quand même assez récent. Ailleurs, dans les autres pays, ça fait 10 ans, tout ça a émergé depuis bien longtemps, et la compétition est plus développée. En France, les influenceuses qu'on voit, qui sont dans les tops, on va dire le top 10, qui font des compétitions, restent dans des catégories plutôt de petits gabarits, je pense, hein. Mais après, je ne saurais pas dire du tout. Pas dire du tout. Bon, écoute, après cette très longue introduction sur le milieu du fitness et mes petites questions que j'avais, mes petites interrogations, un truc beaucoup plus terre à terre. Donc toi, ça fait longtemps là que tu es dans le milieu, que tu fais du sport, que ça a changé plein d'aspects de ta vie, hein, perso, pro, ça c'est certain. Donc toi tu recommandes la pratique sportive. Est-ce que tu recommandes spécifiquement le fitness J'imagine que oui. Ou quel est le message que tu essaies de faire passer à tes abonnés de manière générale ? Moi, c'est surtout le bien-être maintenant, beaucoup plus. Justement, que je suis beaucoup mieux dans ma vie et beaucoup moins oppressée par justement l'entraînement coûte que coûte, quitte à en devenir maso. Je suis beaucoup plus dans le bien-être. Il y a des personnes pour qui on va pas conseiller l'entraînement parce que c'est des gens qui vont justement, comme je te dis, tomber dans des extrêmes. Mais moi, je recommande bien sûr sur mes réseaux d'être actif, de bien manger, de se faire plaisir, de s'amuser à l'entraînement, de trouver un sport qui nous plaît. Donc moi, je suis quand même orientée dans mes conseils de manière générale vers le sport et le bien manger, quoi, de manière globale. Hein. Et chacun y trouvera son sport, que ce soit le fitness, la muscu ou le basket, que sais-je. Hein. Ça va dans n'importe quel sport. Est-ce que tu te souviens, toi, de ton premier entraînement ? La première fois que tu es rentré dans une salle de sport ? Oui. Ouais, comment bien sûr. Moi, pour l'histoire, j'avais donc 19 ans. Je venais d'avoir mon premier boulot en CDI. Je bossais à mi-temps chez Nespresso et je m'étais inscrite à la salle à côté de chez moi parce que ma mère, elle y allait. Donc vraiment à 5 minutes. Et la première fois que je rentrais, j'étais avec ma maman. Ça m'avait beaucoup rassurée. Et je me souviens que j'étais dans un Elixia, donc c'était un club un peu ancien, mais c'était un club. C'était très impressionnant. Je me souviens très bien des sensations que j'avais la première année quand j'y allais. J'étais très timide. Je savais pas comment marchaient les machines. Je faisais quelques cours co. C'était très
très impressionnant pour une femme quand on arrive. Je trouve que c'est plus instinctif chez les mecs que chez les nanas. Et alors, comment tu as fait ton apprentissage, ta découverte, ton éducation du fitness est-ce que tu as lu des livres? Est-ce que tu as rencontré les bonnes personnes? Tu es rentré dans une équipe? Tu t'es fait des amis? Comment tu as fait ton cheminement? Comme j'allais quelquefois avec ma maman, j'ai appréhendé un peu comme ça. Et après, c'était les débuts des réseaux sociaux, donc j'ai commencé à partager un petit peu. Il y avait déjà des comptes qui étaient en train de monter. C'était vraiment le tout début en France, donc j'ai pratiqué déjà toute seule pendant 1 an. Je faisais des cours co, j'y allais de temps en temps, puis des fois j'y allais pas. J'ai vraiment fait un parcours, on va dire, très classique d'une jeune fille qui s'inscrit à la salle, qui a zéro connaissance, qui part de zéro. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de vidéos qu'on a aujourd'hui pour les femmes. Il y avait quelques youtubeurs hommes et ça parlait de choses déjà à l'époque trop techniques pour moi, etc. Donc j'ai vraiment appris sur le tas. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de facilité à me mettre à la place de certaines abonnées qui débutent, parce que je me souviens très bien. Et après, petit à petit, quand on veut progresser, à un moment donné, on essaye si on a vraiment envie de progresser, on est un peu curieux. C'est ce que j'invite à faire un peu au niveau de mes abonnés, c'est de s'intéresser à comment on peut s'entraîner, prendre des programmes. Je me suis fait encadrer par des coachs à des moments. Même encore aujourd'hui, je demande à mon compagnon de m'aider à m'encadrer pour mes propres programmes pour progresser. Et après, j'ai lu des livres qu'on m'a conseillés. J'ai fréquenté beaucoup de coachs sportifs dans mes fréquentations plus jeunes, amicales ou amoureuses. Et du coup, j'ai beaucoup appris comme ça. Et en livre, j'ai lu, on m'avait conseillé déjà des bouquins de prépa physique, même si c'était un petit peu pompeux il y a 4 ans, que j'avais beaucoup moins de connaissances que maintenant, donc je ne comprenais pas forcément tout. Et la méthode de la vie, la base, et Paléo-Nutrition en livre d'alimentation. C'est 2 bouquins que je recommande aussi. De Vénesson? Oui. Vénesson qu'il faut absolument que j'ai sur le podcast aussi. Ce sera très intéressant. Trop de monde à vouloir inviter. Ouais, je te rejoins beaucoup sur la curiosité. Moi, je sais que ça m'a beaucoup servi sur plein de sujets et j'ai des amis ou des connaissances, des personnes qui, je sais pas si on peut dire, qui excellent dans un domaine ou en tout cas qui ont développé pas mal de connaissances et même une certaine passion pour certains. Et la curiosité est définitivement une caractéristique très importante pour en apprendre plus sur un thème, et c'est ce qui fait que ça va aller loin généralement. Je pensais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, du fait qu'il y ait beaucoup plus d'accès à l'information, c'est plus facile de débuter? J'en ai régulièrement parlé d'un point de vue homme, mais là, ça va être l'occasion d'en parler. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une femme qui veut se mettre au fitness, à la musculation, elle va avoir plus de facilité à s'y mettre, elle va trouver plus vite des informations et donc elle va développer potentiellement un physique qui lui plaît, ou alors ça va être plus difficile parce que la surabondance d'informations fait qu'elle va s'y perdre? Ça, tout dépend de la personne, je pense, parce qu'effectivement, moi j'ai remarqué de manière générale, sans stéréotype rien, mais un mec qui va se mettre à la muscu, même jeune, il va y avoir cette curiosité assez rapidement, il va vouloir se développer musculairement, donc il va s'y intéresser un peu plus qu'une femme. Une femme, il y a 5 ans, elle n'aurait pas forcément pris des bouquins de muscu, alors qu'un mec, je trouve qu'il y va un peu plus facilement. Et donc aujourd'hui, les filles, elles ont beaucoup plus d'accès, effectivement, déjà par pudeur aussi. Elles regardent leurs petites vidéos, et puis quand elles vont à la salle, elles sont plus sereines. Il y a beaucoup plus de tutos fitness, muscu, quand les gens arrivent en salle et qu'ils savent pas comment utiliser les machines, comment utiliser les haltères, quoi faire, qui sont perdus. Ils vont beaucoup plus facilement aller s'entraîner, même si maintenant le sport maison c'est pas mal développé, mais les tutos muscu aident énormément. Il y a beaucoup de comptes qui ont monté ces 3 dernières années, justement grâce aux tutos muscu, et notamment chez les femmes à l'étranger. Et oui, une nana peut totalement beaucoup plus être orientée maintenant qu'il y a 5 ans, ça c'est clair. Et après, comme de partout, tu vas forcément avoir des contenus qui vont dire quelque chose et quelqu'un d'autre qui va dire le contraire, mais ça c'est le sport de manière générale, il n'y a pas de vérité universelle. Il faut tester aussi, être curieux et puis faire des tests. Et après, pour ça, faut être patient, mais c'est ce qu'on essaie d'expliquer un peu des fois aux abonnés. Mais les abonnés, quand on débute, ils ont les mêmes craintes que nous, ils veulent tout assez rapidement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations, ça c'est sûr. Et je pense que ça aide. Voilà, ma longue réponse. Pardon. Non, parfait. Et pour quelle raison une femme devrait commencer la musculation pour toi?
si aujourd'hui il y a une auditrice qui nous écoute, qui n'est pas particulièrement sportive, qui n'a pas trouvé un truc qui lui plaît, mais qui a envie, peut-être qui a 2-3 complexes, qui a envie de changer 2-3 choses, qui a envie de s'améliorer, bref, ces raisons lui appartiennent. Pourquoi tu lui recommanderais de faire de la musculation plutôt qu'un autre sport? Ou pas d'ailleurs, hein. Moi, la musculation, ça m'a apporté énormément déjà dans le remodelage du corps. C'est très très important de pouvoir aller au-delà du raffermissement. Les femmes pensent souvent qu'en allant à la muscu, elles vont devenir trop musclées trop vite. Or, ça prend énormément de temps, on le sait, mais ça, le cliché est encore un peu trop présent. Et même pour la perte de poids, souvent, je l'explique dans mes vidéos, allez à la muscu, boostez votre métabolisme. Si vous voulez des fessiers, arrêtez de faire du HIIT, allez à la muscu. Et pourtant, j'en propose du HIIT. Mais j'explique aux filles qu'elles vont pas avoir le corps d'une fille qui va à la muscu en faisant que du cardio long ou du cardio fractionné, ça c'est clair et net. Il faut se développer musculairement pour être en bonne santé, pour bien se tenir, pour être énergique et pour dessiner ses formes si on le souhaite, parmi ces objectifs-là. Et puis ça va être utile dans plein d'autres domaines, plein d'autres sports en fait aussi, parce que la muscu c'est utilisé en prépa physique. Si vous faites des sports collectifs, si vous faites quoi que ce soit, faire de la muscu à côté, ça va être hyper bénéfique. Et moi je le recommande énormément sur mes réseaux, je m'en cache pas. Les gens quand ils font mes programmes, ils savent que je vais à la muscu le reste de l'année, quoi. Et on a un petit peu survolé, tu l'as un petit peu survolé lorsque tu as raconté tes tout débuts en salle de sport. Mais si on essaie de dresser une petite liste sur tout ce qui est les freins et les peurs à la pratique de la musculation chez une femme, quels sont-ils? Quelles sont toutes les objections que tu vas pouvoir avoir? Alors, on l'a dit là, on l'a dit aussi, tu en as parlé de la peur de devenir un homme, ou la peur d'être trop musclé en tout cas. La vraie peur des femmes qui font qu'elles vont pas en salle et qu'aussi nos programmes marchent pas mal à la maison, c'est l'envie de pas être regardées. Souvent les femmes qui veulent se reprendre en main, elles sont complexées par leur corps et elles n'ont pas forcément envie d'être exposées aux yeux de tous. Elles pensent justement que tous les gens en salle sont déjà très sportifs et on a souvent peur d'être regardé en se disant je suis nulle, quoi. Moi il y a plein de fois où j'ai installé une machine et je l'avais mal installée, je me suis cassé la gueule, je me suis dit mais quelle honte. Et c'est souvent un peu une crainte chez les femmes, je sais pas si c'est le cas chez les hommes, mais je sais que c'est quelque chose qui est souvent présent. Les femmes veulent pas se montrer, elles connaissent pas les machines, tout ça, malgré tout elles osent pas forcément faire, effectuer, etc. Et où elles veulent s'entraîner à la maison pour pouvoir après s'assumer et aller en salle, c'est comme si c'était le deuxième step malgré tout. Mais ça s'est quand même bien démocratisé par rapport à il y a 5 ans. Les salles sont plus adaptées aussi, il y a moins d'espace muscu tout petit où il y a que des mecs dedans. Et là, le fait que les salles se soient ouvertes, qu'il y ait des espaces de cross-training, qu'il y ait plus d'haltères un peu partout, ça permet d'être plus favorable à pratiquer de la muscu. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi. Les femmes ont peur de se faire emmerder aussi, souvent, ça revient. C'est des choses que je lis beaucoup. Et puis, souvent, le manque de temps. Les femmes ont le foyer, souvent, elles ont leurs études ou quand elles ont des enfants. J'ai beaucoup de mamans qui me suivent et elles n'ont pas forcément le temps d'aller en salle. Et du coup, elles s'entraînent aussi pas mal à la maison. Alors, on essaie de leur proposer aussi des circuits training, des choses un peu plus musculaires pour qu'elles puissent s'entraîner. Mais voilà, quoi. En général... J'aimerais juste... Dis-moi. Ouais, vas-y, termine, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'avais fini. Je t'écoute, Jérôme. C'était juste pour rebondir pour développer un peu plus ce truc-là. Elles ont peur donc du regard, de se faire regarder. Elles ont peur. Tu t'as pas parlé d'agression, mais de quoi. Enfin, est-ce qu'il y a des. Comment ça se passe concrètement quand on est une femme dans une salle de sport? Est-ce que. Alors, il y a des regards. Bon, ça c'est évident. Enfin, c'est évident. C'est évident qu'il y a des regards. Et alors, comment ça se manifeste? Est-ce que toi, tu as des exemples? Est-ce que ça t'est arrivé de te faire aborder, de te faire emmerder? Est-ce que des abonnés à toi t'ont raconté des choses? Est-ce que c'est récurrent? Est-ce qu'il y a certaines conditions qui font que ça arrive plus souvent? Oui. Je sais pas, je demande. Tu t'entraînes en fait, parce que quand tu es dans ta salle à toi, tu es beaucoup plus en confiance parce que tu connais les adhérents et que ce soit homme ou femme, tu dis bonjour, tu sais très bien que plus personne ne te regarde une fois que ça fait longtemps que tu vas en salle, ces craintes-là, elles sont loin derrière. Mais c'est vrai que quand on arrive, tu peux tomber sur un groupe d'hommes ou de femmes, ou les deux, qui peuvent se moquer, qui peuvent rigoler entre eux, qui peuvent
qui peuvent avoir des regards très insistants. Moi, ça dépend vraiment de la salle où on s'entraîne. Je sais que dans le centre-ville de Lyon, il y a des salles où vraiment c'est compliqué d'aller s'entraîner pour une femme, et parce qu'il y a trop d'hommes, et des fois en groupe, on peut vraiment tomber sur des gens pas très sympathiques. Mais tout dépend du... Quand tu dis pas très sympathique, ça peut vraiment être un peu comme dans la rue, quoi. Tu peux te faire toiser, mais c'est pas le cas de toutes les salles. Ça dépend vraiment de où tu vas. C'est peu importe ta ville, hein, d'ailleurs, mais on a toujours des salles qui sont moins bien fréquentées que d'autres, et où du coup tu te sens moins à l'aise, parce qu'il faut quand même se dire qu'à la muscu, on va pas se mentir, on est dans des positions où les filles, quand on travaille les fessiers, on fait des poses, etc., qui sont un peu plus sexualisées que chez les hommes, hein. Tu fais du squat, quand t'es une femme, c'est pas pareil quand t'es un homme. Et si t'as quelqu'un de mal intentionné derrière toi, ce qui arrive quand même de moins en moins, mais ça existe quand même, et ben c'est très malaisant pour une femme. Je peux les comprendre, hein. Moi, ça m'arrive plus du tout. En tout cas, je regarde plus du tout maintenant. C'est vraiment plus quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Mais quand on débute, on est vachement à l'affût, je pense, des regards. Des fois, ça peut être quelqu'un qui te regarde, c'est ce que j'explique aux abonnés, juste parce qu'ils voient que t'es nouvelle, parce qu'ils aiment ta baisse, ou parce qu'ils te regardent comme ça. C'est pas toujours malveillant. Les gens sont avant tout là pour s'entraîner, hein, on va pas se mentir. Mais ça peut arriver malgré tout qu'une femme se fasse relooker à la salle, un peu, pas forcément de manière très améliorative, quoi. Ça peut être des regards un peu chelous, ça peut arriver. Et pas très discret non plus, j'imagine. Voilà, des fois c'est même un peu volontaire, c'est la volonté de mettre mal à l'aise une femme, voilà, quoi. Et alors, je vais pas parler au nom de la jante masculine. Ah non, mais moi je leur dis aux filles, t'inquiète pas, hein, Jérôme. Hein. Je leur dis calmez-vous, hein, ça se passe bien en salle. Hein, ouais, non, mais c'est ça. Hein. Je suis pas certain que ça soit souvent un regard malveillant. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est des non compréhensions ou non respect de certaines, ou je dirais une certaine limite d'intelligence sociale, où en fait un regard trop appuyé, trop insistant ou trop fréquent peut parfois être gênant, mais je ne suis pas certain que ça soit toujours dans une intention mauvaise de faire peur à la fille. Au contraire, généralement, c'est les hommes qui essayent malgré eux de montrer leur intérêt, ou peut-être d'essayer de se créer une mini-occasion d'une communication future ou quoi, sauf que c'est pas très bien fait. Enfin, c'est pas adapté, quoi. Totalement, hein. Moi j'en ai fait même des vidéos humoristiques là-dessus, où les filles elles se font des films dans leur tête, et en fait le mec il veut juste savoir quand est-ce qu'il va pouvoir avoir la machine. C'est clairement, on peut tout se dire dans la tête d'une fille, tellement qu'on peut avoir des mauvaises expériences. Maintenant, une fille devient vite parano, il faut se le dire. Mais les mauvaises expériences sont de moins en moins présentes. Et plus il y a de femmes en salle, d'ailleurs, plus les femmes se sentent à l'aise, c'est comme ça. Mais on peut aussi avoir des fois, moi j'ai vu quelques fois, des anciens, des mecs un peu plus âgés qui se permettent de vouloir un peu t'apprendre des choses, ou te recadrer, mais qui te disent aussi des conneries, et c'est pas forcément toujours valorisant de se dire qu'une fille qui pratique depuis 8 ans se faire prendre sur un truc tout bête et méchant, quoi. Oui. Des fois c'est un peu... Mais je pense que très souvent ce sont des manières d'essayer de créer un lien, de créer un contact, et qui sont... Ouais, c'est pas. Je pense pas que le but premier, le but profond, caché de celui qui donne des conseils soit réellement de donner des conseils, mais plus d'établir un lien et une communication. De toute façon, on risque pas plus grand chose à aller à la salle de sport, s'il y a des femmes qui m'écoutent, que de marcher dans la rue. Donc tout va bien se passer. Vous êtes dans une zone safe. La salle c'est encadré. Vous y êtes pour vous. Les gens sont là pour eux. Et les gens sont plus là pour s'entraîner que pour faire autre chose. Et si vous tombez sur une personne, c'est vraiment un cas un peu particulier. Voilà. Et c'est quoi que veulent améliorer le plus les filles physiquement, j'entends, hein, sur leur physique. C'est quoi enfin, je me doute, hein, mais on va dissiper les doutes pour ceux qui ne savent pas trop. Quelles sont les parties du corps qu'elles vont plus travailler, qu'elles vont vraiment vouloir essayer de développer? On l'a vu même pendant le confinement, hein, les gens, même les nouvelles personnes qui ne sont pas sportives, qui ne sont pas forcément sur nos réseaux à la base, qui sont arrivées, la nana de base qui veut se mettre au sport, elle veut un ventre plat et des grosses fesses. Et le reste, c'est tout. Pas de cuisses,
pas de bras, pas trop musclés, mais minces avec des grosses fesses. C'est hélas un cliché qui est trop répandu. C'est pour ça qu'on invite aussi beaucoup à travailler le haut du corps, à avoir un physique harmonieux, à expliquer qu'il n'y a pas que perdre du poids et prendre des fessiers qui comptent. Mais les clichés, on la vie dure encore. Et pour quelle raison tu penses que... Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que pour quelle raison ces clichés perdurent? Pour quelle raison une femme veut absolument avoir le ventre plat et les grosses fesses? D'où ça vient ça? Oh bah ça, je pense que c'est des questions de société hein, qui dépassent un peu le cadre du fitness. C'est comme ça, les mecs veulent des pecs et des bras, et les filles veulent des ventres plats et des fesses, parce que tout simplement, je pense que c'est pour la séduction. Hein. Je pense séduction et peut-être pression sociale, je sais pas. Ou en tout cas, c'est souvent des zones qui sont, des zones où on stocke pas mal. Et peut-être que c'est là que les filles ont aussi le plus envie de travailler leur corps, ce qui est possible aussi. Hein. Bah, écoute, j'essaierai peut-être d'inviter un sociologue sur le podcast pour aborder ces questions. Voilà, si tu invites un sociologue, il va nous faire toute une étude sociale de pourquoi les gens veulent des objectifs. Bon courage. Ah, tu penses? Tu verras. Ah ouais. Ah bah oui. Je pense à quelqu'un en particulier qui n'est pas aimé de tout le monde. Je trouve qu'il a de très bonnes réflexions de temps en temps. Il a une vision assez aiguisée et intelligente, même s'il n'est pas aimé par la majorité. Je ne sais pas si tu connais Stéphane Edouard. Non, pas personnellement, non. Mais j'irai voir. Si j'ai l'occasion peut-être de l'avoir sur le podcast, ça serait marrant d'aborder avec lui ce genre de considération, ce genre de questions, et avoir un peu son avis. Et donc, bon, on va rester sur le cliché grosse fesse, ventre plat. C'est quoi les astuces les plus efficaces, enfin les astuces, les exercices, les principes les plus efficaces pour ça? On va pas rentrer dans le détail et faire tous les programmes, faire tous les trucs scientifiques. T'en as beaucoup parlé sur ta chaîne. Je renvoie d'ailleurs tous les auditeurs qui sont, et les auditrices d'ailleurs, qui sont intéressés par ces thèmes-là, à aller regarder tes vidéos qui sont assez complètes sur ces sujets-là. Mais si on faisait un résumé de ce que pourrait faire une femme en priorité? Déjà, pour moi, pour le ventre plat et les fesses, c'est ça la question? Oui, exactement. Moi, je conseillerais toujours à une femme de mêler à l'année, déjà, de parler de pratiquer à l'année et pas sur quelques semaines, même si les programmes sont là pour cadrer un peu les objectifs sur un temps donné, mais de voir déjà sur une année manger sainement, boire beaucoup d'eau. Pour le ventre plat, il n'y a pas de secret. Hein. L'alimentation et l'hydratation, c'est une grande partie du travail avec les autres facteurs, hein, bien sûr, hein, le sommeil, le stress, les facteurs de vie de manière globale, etc. J'en ai parlé dans la vidéo sur les émotions et sur le ventre plat. Mais, et la muscu, hein, pour les fessiers, mesdames, hein, comme je l'ai dit, il n'y a pas de secret. À un moment donné, on est limité à la maison. Il faut aller prendre des charges. Il ne faut pas avoir peur d'aller soulever lourd pour se muscler vraiment et bomber son fessier. Et puis de manière générale, l'hygiène de vie sportive, hein, ça c'est clair et net, c'est vraiment trop un tout qui pourrait pas vraiment être résumé en quelques minutes, mais c'est boire de l'eau, bien manger, bien s'hydrater, bien dormir, essayer de trouver des choses un peu plus profondes dans sa vie à régler si on est stressé, etc. Faire un petit travail sur soi-même. Et c'est le psychique joue beaucoup pour moi sur le corps, je m'en rends compte même pour moi. Donc si je comprends bien, pour développer des fessiers proéminents, tout ce qui est squat, pas forcément. Poids du corps, petits mouvements aux élastiques, tout ça, c'est pas génial. On peut travailler déjà à la maison si on part de zéro, on peut déjà avoir des résultats, vraiment travailler de manière affermissement, tonifié, etc. Si on veut vraiment après travailler de manière générale en volume, on va passer le stade des élastiques et des résistances qui seront à un moment donné trop faibles en fait, pour passer sur des charges effectivement plus lourdes et passer à la muscu. Go muscu. Ouais, c'était ce que je voulais confirmer pour être sûr, pour bien faire passer le message. C'est encore je trouve que c'est encore un peu pas un cliché, mais un truc qu'on voit, c'est que en faisant 2-3 squats jump, en levant un petit peu la patte avec un élastique pendant 10 répétitions, on va développer des fessiers. Va falloir aller en salle, hein. Va falloir mettre du poids.
Il va falloir mettre de la résistance. Je trouve que c'est un peu trop sur certains programmes ou certaines communications contenues. On peut faire croire qu'on va développer des fessiers extraordinaires avec des petits exercices poids du corps sans tout dépend de la personne. De partir de zéro. Oui, non mais c'est sûr. On va travailler, bien sûr, mais après, à un moment donné, on sera limité. C'est juste qu'il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, ils vont pas faire 10 ans à la maison avec effectivement des relevés de fesses. Il faudra passer au stade... Même tout de suite, dès le départ, si elles le souhaitent, elles peuvent directement passer à la muscu, ça sera aussi très bien. Mais on peut avoir des résultats à la maison, mais si on passe d'une fille qui va au crossfit tout le temps et qui fait des programmes maison fessiers, ouais, elle va pas forcément avoir les résultats qu'elle souhaite, ça c'est sûr. Parfait. Tout à l'heure, tu m'as parlé un peu de tes tendinites, que tu avais développé des épicondylites, c'est ça ? Ouais. On peut faire un petit tour sur tes blessures. Cléites, celles qui sont dessous, très exactement. Alors, à chaque fois, trocléite, ok. Triceps alors ? Ouais, celles qui sont dessous, voilà. Alors comment tu as fait ça ? Est-ce que tu as identifié les exercices ou les choses qui t'ont mené à cette blessure, à cette douleur ? Oui, cela s'appelle l'exercice du téléphone et de l'ordinateur. Les heures et les heures de montage me font plus mal que mes entraînements. Et c'est toute une réadaptation de mon travail, de ma gestion de mon travail qui a été revue, de mon bureau, même de mes habitudes, parce que c'est des mouvements répétitifs qui créent des tendinites et c'est hyper douloureux et c'est à surveiller, parce que sinon tu les traînes toute ta vie. Rééducation, kiné, ostéo et basification, alimentation, stretching, détente et adaptation du sport aussi pendant 1 an. S'en sortir et encore des fois ça revient, hein, donc faut surveiller. Et tu n'as pas délégué ton montage ? C'est difficile de déléguer son montage parce qu'il y a des fois des choses qu'on doit sortir rapidement. Il y a des choses j'ai délégué certains montages, certaines vidéos de recettes parce que pour le coup il y a des gens qui savent mieux le faire que moi. J'avais envie de faire des vidéos de sport déjà tournées, mais l'occasion ne s'est pas présentée cet été. Mais oui, j'essaye déjà d'en envoyer certaines fois, mais vu que ma connexion est pourrie chez moi, je suis obligée d'envoyer une clé USB par la poste. Donc c'est un peu archaïque. Mais le but, c'est de déléguer des choses, mais il faut se dire qu'on travaille beaucoup dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'on tourne une vidéo, on doit la monter, on doit la sortir le lendemain, on n'a pas le temps de l'envoyer au monteur. Les gens bossent pas autant que nous, en fait. Donc il y a des choses qu'on est obligé de faire nous directement, même s'il y a d'autres choses qu'on délègue pas mal, hein, déjà. Mais il y a certaines choses, hélas, la création de contenu, souvent, elle est très, très corrélée à l'emploi du temps de l'influenceur et tu peux pas toujours tout déléguer. Mais on essaye. J'essaye, moi, de mon côté. Sinon, à un moment donné, je vais pas réussir à tout faire. Et en fait, tu as développé donc, ces tendinites un petit peu en même temps que Geoffrey. C'est Thibaut. Geoffrey, c'est le nom de famille. Ouais, Thibaut Geoffrey, pardon. Oui, non, Thibaut, lui, c'était même un peu avant. Hein. Lui, ça fait 3 ans qu'il avait des tendinites. Et oui. Et puis le fait oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il est passé dans le podcast d'Étienne Bulidon et surtout la santé, que je recommande à tous d'écouter. Je crois que j'avais déjà fait la recommandation de cet épisode-là justement dans un podcast précédent, où il s'est trimballé donc une tendinite pendant très longtemps. Il a vu beaucoup de spécialistes. Il a raconté tout son parcours dans l'épisode qui est intéressant. Et alors toi, ça a été un peu en même temps. Enfin, t'as suivi le truc et t'as fait un peu le même travail que lui. Ouais, c'est corrélé parce que déjà, il faut dire que Thibaut, il en était à un point tellement avancé qu'il avait des micro-fissures. Donc là, même le stade du kiné, tout ça ne pouvait plus forcément intervenir. Il a dû faire 3 ans de blessure. Moi, c'est au bout de 2 ans que j'ai aussi beaucoup fait, beaucoup compensé. J'ai beaucoup aidé mon compagnon sur plein de domaines. Et du coup, j'ai été un peu en surmenage aussi au niveau de mes bras. Je pense aussi par aussi la pratique du sport, mais pas que. Ça n'a pas dû aider, mais ça n'est pas forcément le déclencheur. Et j'ai dû ralentir aussi mon rythme de travail, hein, forcément, parce que à 2 blessés, c'était un peu la galère. Et j'ai essayé justement tout de suite de tout de suite me prendre en main, de tout de suite calmer le jeu sur le sport et sur le travail pour justement pas arriver au même stade que Thibaut, parce que j'ai vu comment c'était compliqué. Et puis maintenant je sais combien il avait mal pour avoir eu 20% de ce qu'il avait mal, et j'avais pas envie que ça dure 3 ans. Ça faisait peur. Et qu'est-ce que tu penses qui a fait la plus grande différence chez toi ? Je l'ai pris en charge tout de suite. Ce qui n'a pas forcément été le cas de Thibaut, il l'explique très bien dans son podcast, et qu'il a laissé un peu de temps, il a continué à s'entraîner un peu comme si de rien n'était par-dessus. On a bien vu qu'il faut tout de suite lever le pied, tout de suite adapter sa pratique.
Et puis j'ai fait attention, puis j'ai rééduqué, j'y suis allée doucement, reprise progressive, et voilà quoi. Je pense que c'est ce qui a fait la différence, mais des fois ça revient, c'est à surveiller maintenant, toute ma vie je pense. Mis à part ces tendinites, est-ce que tu as déjà eu d'autres blessures ou d'autres douleurs passées? Non. Avant, on va dire que jamais au niveau de ma pratique, j'avais eu de blessures particulières. Non, non, c'était vraiment la première. Ok, et la dernière, espérons. Espérons, oui, effectivement. Ça, même si bon, on peut jamais être sûr. Enfin, c'est un peu le risque aussi. Tu vas pas t'arrêter de faire du sport. Et surtout qu'en s'arrêtant de faire du sport, ça serait peut-être un des meilleurs moyens pour développer des douleurs autres. Donc t'as vu des kinés, t'as vu des ostéos. C'est quoi ton expérience par rapport à ces pratiques? Est-ce qu'il y a des thérapies, des traitements qui t'ont plus aidé? Pas nécessairement par rapport à cette tendinite, mais des approches qui toi te parlent en fait, des approches thérapeutiques. J'ai vu les mêmes spécialistes que Thibaut. J'ai vu Étienne et Thomas qui sont venus donc à la maison pour voir Thibaut et qui m'ont pris en charge vraiment de manière plus légère, mais par qui j'ai eu des super conseils, notamment Thomas qui est le kiné, qui a vraiment cherché à savoir d'où venait la douleur, parce que souvent on se dit j'ai mal au bras, donc c'est les bras le problème. Et j'ai découvert que mon corps fonctionnait différemment. J'avais des blocages au niveau de la hanche, donc j'ai travaillé ma souplesse, j'ai travaillé l'ouverture de mes hanches, des choses sur lesquelles j'avais pas du tout d'attention avant. J'étais vraiment focus, tu sais, comme le pratiquant lambda, il est focus sur l'entraînement, ses objectifs et la souplesse, comment dire, le stretching, tout ça, c'est le cadet de ses soucis, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé depuis un an. L'intérêt au yoga, aux étirements, à la méditation, tout ça, des choses vraiment en parallèle et qui, je pense, ont participé à ma rémission. Hein. Et j'ai cherché à creuser. Pourquoi l'ouverture de l'hanche? De quoi? L'ouverture de hanche, parce que bloquer des hanches, bloquer dans le dos, qui remonte jusqu'au bras, c'est des endroits, en fait, c'est tu sais, t'es bloqué à un endroit et en fait, au final, ça te crée des douleurs à d'autres endroits, ça te crée des déséquilibres et ça force pour compenser et ça enclenche des douleurs, quoi. En gros, hein, très global, très. Et alors, comment tu l'as fait, toi, personnellement? Est-ce que tu avais un programme d'étirement qu'on t'avait donné? Est-ce que tu avais des exercices à faire tous les jours ou j'ai discuté avec Thomas, j'ai déjà essayé de me fournir une routine, pas tous les jours, parce que tous les jours, tout le temps, on peut pas forcément faire. Thibaut faisait du kiné tous les jours de son stade. Moi, j'ai essayé de m'étirer dès que je pouvais. Je me suis intéressée, j'ai fait beaucoup de séances aussi sur YouTube. Avec Thibaut, on en a fait beaucoup. J'en ai beaucoup plus partagé sur mes réseaux. Et je me suis intéressée, j'ai un peu plus pratiqué, mais j'avais pas de gros programme de suivi. C'était plus le cas de Thibaut. Moi, j'étais un peu plus en autonomie et ça a bien fonctionné aussi. Ok, eh ben, bonne nouvelle, écoute, en espérant que ça, que ça dure. Et que... ouais, c'est ça. Hein. Bon, on va pas nécessairement parler d'alimentaire, mais on sait l'importance que ça a, surtout pour pour toutes les douleurs de manière générale, pour la performance aussi, hein, l'alimentation, l'importance de bien choisir ses aliments, etc. J'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres sujets et j'en reparlerai. Je voulais juste aborder quand même ce que tu penses de l'intérêt du HIIT, parce que ton programme, aujourd'hui j'ai l'impression que tu proposes beaucoup de choses à la maison, comme tu le disais, tu essayes de répondre aussi à une certaine envie de tes abonnés ou des gens qui te suivent, de faire du sport à la maison, chez soi, adapté. Et alors, enfin, je sais pas si tu as choisi, mais tu apprécies le HIIT particulièrement, c'est-à-dire cette espèce d'enchaînement d'exercices qui fait travailler le muscle, qui fait monter le cardio. Déjà, moi, faut se dire que j'ai commencé à créer le MyFit avec Thibaut il y a plus de 3 ans et demi, donc ça fait vraiment très longtemps qu'on fait du HIIT, ça date pas de ces derniers mois, alors peut-être que c'est plus mis en lumière, que c'est un peu plus remarqué, mais les tutos, tout ça, de ce style d'entraînement, ça fait plus de 2 ans et demi que je les propose. C'est pas nouveau sur mes réseaux, et c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps. Mais oui, moi, c'est quelque chose que j'ai aimé, le HIIT, parce que ça m'a fait aimer le cardio. J'étais que à la muscu, et quand j'ai commencé à fréquenter Thibaut, on a créé ce concept de MyFit Challenge, c'est parce que justement j'appréciais de pouvoir travailler de manière explosive. Moi qui n'étais pas forcément très fan du cardio long, j'y trouvais pas spécialement de plaisir. Un peu plus aujourd'hui parce que justement j'ai appréhendé le sport autrement que par les objectifs. Mais le HIIT, ça m'a vraiment permis d'avoir quelque chose de court, très intense, pour booster un petit peu la pratique muscu, perdre un peu de gras,
et qui était fun en fait. J'ai trouvé quelque chose de fun à faire qui, en plus de ça, pouvait se faire un peu n'importe où. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai fréquenté Thibaut, on partait en vacances, il m'a fait faire des hits en vacances. J'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper fun, hyper ludique et je savais que les gens apprécieraient autant que moi pour les mêmes raisons. Et c'est quoi exactement alors MyFit Challenge? Comment ça se compose? Et quelle est la part enfin ton rôle, toi, et celui de Thibaut? Comment vous vous organisez en fait dans la création des programmes ou votre association? On est pleinement dessus tous les deux. C'est-à-dire que la totalité de la programmation, de la préparation des entraînements, de l'évolution de difficulté, tout est fait par Thibaut. Moi, je gère un peu plus la partie, comment dire, création des PDF avec notre équipe, les photos, les shootings, etc. Et après, sur les séances en elles-mêmes, tout le long du MyFit, les personnes qui s'inscrivent avec nous le font en live. Donc ça, depuis maintenant 3 ans et demi. Et c'était un concept qui était très novateur à l'époque. Aujourd'hui, le live, c'est un peu plus démocratisé. Et on est tous les deux sur les séances, justement pour avoir une expérience plus interactive avec les gens, pour vraiment vivre le programme et pas juste être en démonstration en vidéo. Et pendant 2 mois, le temps que dure le MyFit, on est pleinement sur le MyFit, on fait rien d'autre à côté pour éviter le surentraînement. Et on est soit Thibaut, soit moi, soit 80% du temps tous les deux sur les lives chez nous à Lyon, dans notre salle de sport qu'on a à la maison. On divulgue les programmes au fur et à mesure, les gens découvrent les séances. Et c'est vraiment très intéressant. D'accord, mais ça veut dire que quelqu'un qui s'inscrit, il aurait un live régulièrement où il serait convié pour faire le sport en même temps que vous, quoi. Ouais. C'est un peu l'idée du cours, presque du cours collectif qu'on peut avoir dans les salles, mais finalement 2.0 à l'ère d'aujourd'hui où on peut faire ça presque comme le télétravail. Pas vraiment en cours collectif, parce que les cours collectifs, ça dure des heures. C'est presque un peu... quand on fait des lives de 1 heure, pour moi, c'est du cours collectif. Là, c'est vraiment du cross-training. C'est de l'entraînement court, intensif, avec un côté motivation. Vraiment, justement, on n'est pas dans un cours co où le prof, il fait 5 séances dans sa journée, il va divulguer, il va être là, il va passer, il va pas forcément faire la séance. Nous, c'est vraiment... les gens s'entraînent avec nous. C'est-à-dire qu'on se connecte, c'est notre seule séance de la journée. On n'en fait pas 15, on n'a pas 15 000 groupes en même temps, on va pas tourner 10 000 vidéos dans la journée. C'est notre moment et on le partage avec nos adhérents, avec nos abonnés. C'est comme si on avait notre propre programme qu'on divulguait à d'autres gens qui le faisaient en même temps que nous. C'est pas vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je le vois pas forcément comme un cours co, même si c'est pas péjoratif de le dire. Mais pour moi, un cours co, c'est plus 1 heure où on va vraiment venir passer du bon temps pour se dépenser, etc., etc. Là, vraiment, c'est sur un groupe privé. Il n'y a que les adhérents qui peuvent y accéder. Et c'est vraiment un rendez-vous pour booster la motivation. Alors que le cours co, on y va pas. On aime bien, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'attente souvent derrière. C'était absolument pas péjoratif. Non, mais je sais. Mais c'est le comparatif avec le cours co, c'était pour visualiser. Ouais. Et alors, est-ce que vous faites... vous avez de la vidéo, vous voyez tout le monde, ou alors il n'y a que eux qui peuvent vous voir? Comment ça se passe concrètement? Parce que la question qui me vient en suivant, c'est comment vous organisez comment vous essayez de sécuriser la pratique des exercices, comme vous ne pouvez pas, enfin, sauf si vous la voyez, mais comme vous ne pouvez pas vraiment voir la personne qui fait les mouvements en même temps que vous, parce que cette question elle est peut-être venue en tête à un moment donné, de se dire peut-être que les gens vont pas bien faire le mouvement et qu'ils risquent de se blesser ou de faire pas bien. Comment vous le gérez ça? Le MyFit, c'est un cours en ligne où Thibaut, en chaque début de séance, il y a la phase d'échauffement. Les gens ils se connectent pas comme ça, ils sont lâchés, on leur parle pas, etc. Ils peuvent nous voir, forcément. Nous, on peut pas tous les voir, ils sont des dizaines de milliers en direct, on peut pas les voir tous en même temps. Et Thibaut est là, il prépare la séance, il leur explique quels sont les mouvements, il fait des démonstrations, les explications sont faites pendant la séance. Mais comme en cours co, des fois en cours co, en plein milieu de la salle, tu as 15 personnes qui font les mouvements et qui les font mal. Et le coach, il va pas pouvoir tout le temps les corriger, même physiquement en face dans un cours collectif. Là, on a vraiment Thibaut qui explique de A à Z les mouvements, qui précise le positionnement, etc. Et les gens sont censés déjà avoir un bon niveau sportif pour le faire. Ils le signent en accord quand ils font la charte du MyFit. Et on essaye au mieux que justement ce soit pas juste un cours qui lance en vidéo comme ça et qui soit un peu lâché dans la nature. Il y a tout un processus entre les premières séances et les dernières, avec l'évolution de difficulté, une présentation des exercices, etc.
Mais on est censé avoir des gens qui sont quand même déjà un peu sportifs dans le programme, surtout dans la dernière édition. Ok. Est-ce qu'il y a également un programme alimentaire qui se joint à ça, Alors, un suivi? si les gens ils veulent un programme alimentaire, on les oriente plus sur le 90 d'Ed Thibaut, qui est vraiment un programme alimentaire qui est personnalisé. Sur le MyFit, on a des planches alimentaires pour aiguiller les gens, pour qu'ils aient des idées, pour qu'ils puissent bien sûr continuer à essayer de manger sainement. C'est plus une approche globale. Mais le MyFit, ça reste vraiment un challenge sportif, un peu comme une mode day. On va commencer tous ensemble et hop, on va finir tous ensemble. C'est une date de départ, une date de fin. C'est vraiment le but pour nous, c'est d'emmener les gens jusqu'à la ligne d'arrivée. Et après, le reste, on leur donne beaucoup, encore plus cette année, de conseils alimentaires, de contenu, de PDF, etc. Mais il n'y a pas tout un programme alimentaire, parce que là, pour moi, ça mérite d'être plus accompagné. Le sport, on peut tous faire plus ou moins les mêmes séances, parce que ça va être très adapté, le HIIT. En fonction de son niveau, on va pouvoir faire, des niveaux. On va pouvoir faire la même séance avec plein de personnes qui ont des niveaux différents. L'alimentation, pour moi, c'est encore une autre approche. Est-ce que vous proposez d'autres programmes, mis à part MyFit Challenge? Le programme de Thibaut, qui est vraiment un programme pour le coup. Oui, à part les deux qu'on a parlé, est-ce qu'il y a d'autres choses que toi-même t'accompagnes des gens? Tu as déjà proposé d'autres programmes, d'autres je sais pas, formation, non, on dit peut-être pas formation. Mais... Non, pas de coaching personnalisé. Le but pour moi, c'est d'aider un grand nombre de personnes. Et comme tu le sais, comme je t'ai expliqué en début de podcast, les programmes sont faits par Thibaut. C'est lui qui est diplômé. Il accompagnerait lui, dans ce cas-là, des personnes en individuel. Et moi, après, le reste de mon temps, je le consacre justement à la création de contenu sur mes réseaux sociaux. Pour l'instant, on est à notre 5e édition en live. Et on a les versions replay de ces programmes-là qui sont dispo toute l'année pour les personnes. Souvent plusieurs mois après la sortie des lives pour justement donner l'accès à ceux qui n'ont pas pu y participer. Mais c'est déjà pas mal. Il n'y a pas besoin d'avoir 500 000 programmes, 10 000 boutiques programmes, 10 000 apps programmes pour aider les gens. Des fois, il suffit de cadrer un petit peu sur certaines choses et de proposer un bon contenu que 10 000 qui servent à rien, quoi. Super. Justine, pour finir chaque épisode, je pose toujours 3 petites questions qui sont souvent les mêmes. La première question, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre? Vas-y, fonce. Et c'est ce que je me suis dit et c'est ce que j'ai fait. Il y a 10 ans, j'aurais pas pensé en arriver là aujourd'hui. J'avais 17 ans et j'étais encore jeune, adolescente, donc j'ai vraiment pas du tout la même vie qu'aujourd'hui, mais vas-y, fonce, prends tes rêves. Et va faire C'était ton rêve à 17 ans? Non, pas du tout. Je suis tombée dedans à 19 ans quand je suis allée à la salle, c'était pas mon rêve, mais fonce-y et quoi qu'il arrive, donne tout, quoi. Ouais, et ben ça t'a plutôt réussi. Deuxième question. Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor spécifique qui t'a guidé tout au long de ton parcours et que tu as envie de mentionner aujourd'hui? J'ai eu plein d'inspirations depuis le début. Quand j'étais plus jeune, au début, ça pouvait être des personnalités sur les réseaux, mais c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et ça paraît très bateau. On me pose souvent cette question en interview ou en discussion, mais la réponse, ça sera toujours la même. C'est depuis que j'ai rencontré Thibaut, ma vie a changé. C'est bête de le dire comme ça. Mais il m'a apporté énormément sur le mindset, sur l'organisation du travail, sur la manière de voir le sport, dans la manière de voir l'alimentation. Et je pense que j'en serais pas là où je suis aujourd'hui sans lui. Eh ben, voilà. Thibaut, hein, si tu nous entends, voilà. Il doit pas être loin dans la maison. Il doit sûrement m'entendre. Est-ce qu'il écoute aux portes? C'est la vraie question. Oh non, parce que lui, il est dans son bureau, il est occupé aussi, donc je pense pas. Il est en train de bosser. Et enfin, ma troisième question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué et que tu as envie de recommander aux auditeurs du podcast? Ouais, c'est un livre de développement personnel, pour le coup, parce qu'il est parlant de manière générale dans sa vie, donc on peut l'appliquer dans le sport. Et je pense, comme je te l'ai dit, que le psychique est très important, et surtout quand on se lance dans une prise en main, c'est qu'on a besoin de régler des choses ou d'améliorer des choses, et c'est pas forcément toujours que physique. On pense que c'est physique, et ce livre-là, c'est les 4 accords Toltec. Il m'avait été recommandé par une amie qui s'appelle Victoire Mua, qui est aussi sur les réseaux sociaux. Et depuis que je l'ai lu, ce livre et je le lis et je le relis beaucoup parce qu'il faut souvent l'intégrer. Mais dedans, il y a des bonnes valeurs qui aident beaucoup. Donc je le recommande, homme ou femme, quelle que soit votre passion ou votre motivation
Je suis sûre que ce livre vous plaira. Je l'ai lu il y a 2 ans. Il paye pas de mine. Quand tu vois, je trouve que la couverture n'est pas exceptionnelle, le livre n'est pas super grand. Bon, il a une certaine notoriété maintenant. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, mais pour dire que oui, je l'ai lu il y a 2 ans. Ouais. Et il est très intéressant, effectivement. Et moi, un des accords que j'ai le plus retenu, enfin que j'ai essayé, enfin en tout cas qui m'a le plus marqué, c'est peut-être l'un des seuls que je me souviens d'ailleurs aujourd'hui, et que j'essaye d'appliquer, en tout cas j'essaye d'y revenir souvent, c'est ne rien prendre personnellement. Ça, je trouve que c'est super important. Et à mon avis, tu vas être d'accord, vu que tu as quand même une grosse notoriété. Et pour le coup, ce conseil doit fonctionner plutôt bien. C'est un conseil qui n'est pas facile à appliquer, je pense, parce que même dans ma vie personnelle, c'est un trait de caractère, je me vexe très vite. Et j'ai plus envie que ce mot-là me définisse et que justement je me détache un peu de certaines choses, quand des fois on peut prendre mal des choses qui ne sont pas forcément liées à nous. Et ouais, il faut prendre un peu de recul, et surtout quand on travaille sur les réseaux, surtout quand on prend en abonné, en visibilité, effectivement, c'est un des accords les plus importants. Je suis bien d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu vois, c'est une question qui me vient là avant de terminer. Comment tu gères, toi, tous les haters? Déjà, est-ce que tu en as. Enfin, dès qu'il y a une notoriété, il y a forcément des haters, des gens qui balancent des insultes dans les commentaires. Bon, moi j'ai passé une autorité pour que ça m'arrive, donc tant mieux. Mais 500 000, plus de 500 000 abonnés sur YouTube, comment tu gères? Est-ce que c'est toi qui vas regarder les commentaires encore aujourd'hui? Oui, c'est moi. J'ai une politique très simple. C'est je vois, je bloque, j'oublie. Le blocage étant l'outil le plus agréable des réseaux sociaux, parce que les gens pensent que commenter permet de tout se permettre de dire. Or, ce droit-là n'est pas comment dire, inaliénable. C'est-à-dire que les gens aiment bien commenter, dire ce qu'ils pensent, mais il ne faudrait pas qu'on leur réponde. Donc pour moi, mes réseaux sont ma maison. Si les gens ne sont pas contents, je les jette à la porte. Aussi simplement que ça. Okay. Et surtout et t'arrives à oublier. Ah ouais, non, mais il faut. Et puis surtout, il y a des personnes qui nous aiment beaucoup, mais dès qu'ils vont pas aimer un truc, ils vont le dire et vont pas forcément toujours être très délicats. Beaucoup de gens qui suivent, mais qui n'aiment pas. Et ça c'est quelque chose d'assez paradoxal, mais maintenant, j'ai pris du recul, j'ai 27 ans, j'ai plus 20 ans sur mes réseaux, j'ai grandi avec, c'est pas arrivé d'un coup. Donc, c'est pas tous les jours facile, je vais pas mentir. Je suis pas un bloc de pierre, mais avec ma technique, ça marche plutôt bien. Voilà. Super. Si on veut en apprendre un peu plus sur toi, que les gens qui ne te connaissaient pas jusqu'à présent, s'il en reste quelques-uns, s'ils veulent te retrouver sur les réseaux, suivre ton contenu ou même aller voir les programmes que tu proposes, où c'est qu'ils peuvent aller? Quel lien on leur recommande? Tu peux leur recommander la chaîne YouTube, ça sera l'endroit où ils vont peut-être plus apprendre à me connaître à travers les vidéos. Mon compte Instagram, il y a beaucoup de photos et en général, c'est des jolies photos, donc c'est aussi là qu'ils peuvent me retrouver. Et après, les sites des programmes, ils y tomberont dessus s'ils sont intéressés d'eux-mêmes via mes réseaux. Mais qu'ils aillent d'abord voir là où il y a du contenu pour les aider. YouTube ou Insta, principalement. Bon, de toute façon, je vais leur faciliter la tâche puisque je mettrai tous les liens directement dans la description, dans les notes de l'épisode. Ton YouTube, ton Instagram, ils n'auront pas besoin d'aller taper sur Google ou n'importe où. Ils auront juste à faire dérouler les notes et à cliquer dessus. Je mettrai aussi très très probablement le lien de ton site. Écoute, ça a été un plaisir d'enregistrer cet épisode. Est-ce que tu aurais une dernière chose à vouloir rajouter ou un message à faire passer avant qu'on termine? Merci à toi déjà pour ton invitation, Jérôme, pour tes questions et puis pour les échanges. C'était très intéressant, c'est toujours très agréable de discuter. En plus, il y a eu des sujets abordés, des thématiques qui sont pas communes et qui sont source à débat, et ça c'est super chouette. Et rien de spécial à rajouter. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux. Tout simplement. Super, merci Justine. Merci à toi.